Arthur, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis un entrepreneur, je suis producteur de podcast aujourd'hui et je suis aussi le petit-neveu de Georges Soria, qui était donc un des fondateurs de cette... En tout cas, qui a été directeur de la librairie du Globe. La question, c'est... la chose qui m'a frappée, c'est quand tu parlais de ton oncle, Ouais. et tu as dit qu'il était marié avec une dame qui travaillait pour NKVD. Ouais. Normalement, nous les Russes, on a honte de ce genre de Ouais. d'aïeul. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'histoire ou est-ce que j'en ai honte ou pas? Le tout. Le tout? Oui. Ou alors pourquoi t'as pas honte, plutôt ça? Ouais, je pense que avec les... Enfin si, il y a de quoi avoir honte, entre guillemets, il y a de quoi avoir honte. Je pense que il a fallu une génération pour... je sais que j'en avais beaucoup parlé avec la fille de Georges, qui m'a accompagné sur ce projet. Et il a fallu, je pense, une génération pour pouvoir prendre du recul par rapport à l'histoire et essayer de comprendre aussi l'histoire de Georges, donc mon oncle, qui, alors pour résumer rapidement, il a été en contact avec le NKVD pendant la guerre d'Espagne, où il était envoyé en tant que journaliste pour différents journaux plutôt communistes, hein, donc l'Humanité, Regard et différents journaux. Et c'est là-bas où il a fait la connaissance de sa femme Julia Danilevskaya, qui elle était à l'époque en contact avec Orlov et avec aussi, qui elle était moitié russe, moitié espagnole, et qui était en contact avec tous les gens du NKVD. Ils se sont connus, mais ils se sont mis ensemble plus tard, seulement à Moscou. Et donc j'en ai parlé longuement avec Lynn, qui est donc la fille de Georges et Julia, et qui elle avait une part de mystère en fait sur cette histoire. C'est qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pendant la Russie, qu'est-ce qu'il a fait en Espagne, qu'est-ce qu'il a fait après au Mexique, parce qu'il a tout un voyage un peu exceptionnel. Et moi ce qui m'intéressait, c'était aussi de comprendre à la fois qu'est-ce qu'il avait fait, de quoi il était coupable et de quoi il était non coupable, mais aussi de comprendre comment s'expliquer son parcours. Et en fait, quand on rentre dans un parcours comme celui-ci, on comprend un peu surtout les choix de l'homme, et quand on n'est pas avec un monstre absolu, il y a aussi des monstres absolus, mais sinon on comprend plutôt les choix de l'homme dans son parcours par rapport à l'âge auquel il avait. Il était très jeune, il avait à peine 20 ans. Et donc c'est des choses aussi qui peuvent expliquer la fascination, l'ambition, qui peuvent expliquer aussi comment on tombe et comment la machine en fait, du NKVD se fait prendre, parce qu'au début on demande des petits services, et petit à petit on demande plus, et donc après on se fait embarquer dans quelque chose qu'on maîtrise plus complètement. Et je pense que c'est ce qui lui est arrivé à Georges. Tu as fait un magnifique podcast sur la vie de ton oncle. Et alors, il y a deux trucs qui m'ont interpellée. Un des frères écrit une lettre à ton oncle. Il dit « Oh là là, t'es marié avec une femme qui doit avoir un couteau entre les dents. » Cette image des femmes russes, et même si elles ne sont pas russes, un peu, enfin celles qui habitaient à Moscou, même avec des origines espagnoles, comme des sauvages avec des haches ou des couteaux entre les dents. Bizarrement, cette image est encore d'actualité. Aujourd'hui, on nous voit un peu comme des sauvageons. C'est vrai? J'ai l'impression, hein. En tout cas, les gens de ma génération nous voient quand même un peu comme des sauvageons. On continue de nous poser des questions. Est-ce que, voilà, on fait des feux, on boit de la vodka du matin au soir. Enfin, les gens pensent qu'ils sont drôles en posant ce genre de questions. Tu fais partie quand même d'une nouvelle génération. Comment tu vois les Russes? Alors ça, je l'ai plus du tout. Je comprends ce cliché, je pense qu'il était lié aussi à tous les clichés qui existaient sur le communisme, en fait, et sur l'Union soviétique en général. Ma vision de la femme russe, si je pense quelque chose de plus slave du caractère, je pense que c'est plutôt là-dessus, une personnalité, et j'ai été à Moscou dans le cadre de l'enquête, et c'est plus là-dessus en fait, et j'avais peut-être des préjugés, mais qui étaient en fait... qui n'étaient pas vraiment des préjugés négatifs, qui étaient plus des femmes de caractère, mais comme il peut y en avoir aussi chez les Espagnols, où justement on retrouve un peu une position de la femme assez forte dans la société. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai retrouvé à Moscou, avec aussi après, on se rend compte que les clichés ne tiennent pas dès qu'on est dans une grande capitale comme Moscou, et qu'il y a vraiment de tout, comme dans n'importe quelle grande capitale mondiale. Un autre passage dans ton podcast, c'est que tu dis mon oncle était fasciné plutôt que par le communisme, plutôt par le socialisme et les surréalistes. Quelle est la différence pour toi entre les communistes et les socialistes? Alors,
Ce qui se passe exactement, c'est qu'il commence par s'intéresser au socialisme parce qu'il est né en Tunisie. Et donc en Tunisie, à cette époque-là aussi, le communisme n'existe pas tant que ça en fait. Et donc il écrit pour le Tunis socialiste. Et ils existent, hein, les communistes à cette époque-là, mais ils n'ont pas la même importance que le socialisme. Et naturellement, en fait, ce qui le fait venir vers le socialisme, c'est un de ses professeurs d'histoire et autres. Et ce qui l'intéresse, c'est qu'il arrive, c'est intéressant, à cette époque-là, il y avait soit on arrivait par la frange ouvrière, et on devenait communiste ou socialiste par la frange ouvrière, par le syndicalisme et autres, soit on pouvait venir par des mouvements intellectuels. Il y avait beaucoup plus à cette époque-là de mouvements intellectuels qui se rapprochaient après du communisme. Et il y avait tous les André Gide, il y avait pas mal de gens à l'époque qui, Aragon, tous ces gens-là qui étaient quand même, qui le fascinaient, et qui étaient un peu André Breton et tous ces gens-là. Et qui étaient liés au surréalisme aussi, d'une certaine manière. Et après, il va se diriger vers le communisme parce que le socialisme va suivre la politique du gouvernement français par rapport à toute la politique coloniale et va plutôt être pro-colonisation, alors que les communistes vont être pour l'émancipation des colonies. Et c'est plus là-dessus, lui, qui est assez sensible à la cause arabe, qui est en Tunisie, qui va se rapprocher petit à petit du communisme, ou en tout cas s'éloigner du socialisme. Après, pour moi, la différence, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de communisme. Je pense que le communisme... En revanche, il y a encore des socialistes. En revanche, il y a encore des socialistes. Pas mal l'avis. Mais je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est ma vision, parce que je pense que le socialisme était quand même nourri par le communisme et qu'aujourd'hui, la gauche en général, alors ça, on parle politique, donc c'est vraiment autre chose, a besoin de se réinventer. On n'a plus vraiment de modèle autre que le libéralisme, alternatif, on va dire. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il manque à gauche, en tout cas, un nouveau modèle, que ce soit à gauche ou à droite, mais en tout cas un nouveau modèle basé sur d'autres idéaux, avec une autre promesse que l'ultralibéralisme dans lequel on est tombé. Et ça, je pense que ça manque aujourd'hui. Donc il n'y a plus vraiment de socialisme ou de communisme pour moi aujourd'hui. La dépêche tunisienne que l'événement a saisie annonce en toutes lettres, en caractères gras, que le Conseil national du parti a adopté la motion Paul Faure, favorable à l'unité d'action avec le Parti communiste. Désormais, sous le signe de l'unité d'action, des meetings se tiendront de partout en France, auxquels communistes, socialistes, travailleurs inorganisés, intellectuels donneront toutes leurs couleurs. La couleur rouge, celle du monde qui peine, qui souffre, qui pense, loin des lupanards d'une bourgeoisie en délire. Messieurs de la réaction, en attendant que vous ne soyez plus que mauvais songes, que cerveau mort, nous voulons vous dire toute la grande peine que vous nous inspirez. Disons encore une fois ce cri qui vous exaspère, ce cri qui vous transporte, put-il le faire à l'autre monde? À bas le fascisme, unité d'action! Tu sais, quand j'ai racheté les dettes du Globe, et que je suis devenue la propriétaire de la fameuse librairie des Globes, qui était une boutique soviétique, qui était financée par le Parti communiste russe et puis le Parti communiste français aussi. Ouais, faut le dire, J'en paye encore l'addition de ce passé parce que grand nombre de gens intellectuels russes qui vivent à Paris me snobent personnellement et snobent la librairie du Globe parce que j'ai racheté cette entreprise chez les Cocos, même si c'était plus du tout chez les Cocos. Je parle pas de Coco Chanel, je parle des Cocos communistes. Ah ouais? C'est quand même très très mal vu. C'est vrai? Oui. Toi, quand je t'ai vu la première fois arriver au Globe, tu étais tellement habité par la mémoire de ton oncle qui était fondateur. D'abord, dis-moi en quoi il était fondateur. Et alors il a été, en fait c'est dans le cadre de ses activités pour l'ALAP. L'ALAP c'était l'agence littéraire et artistique parisienne, qui était une agence qu'il a cofondée avec Jean Lursa et Louis Aragon. Et donc dans le cadre de cette agence, il organisait tous les échanges culturels entre la France et les pays de l'Est. Donc c'est-à-dire c'est lui qui organisait la venue des chœurs de l'Armée Rouge ou du Bolchoï à Paris, et c'est lui qui, à l'inverse, organisait la tournée de Simone Signoret et de Yves Montand en URSS, ou la venue de la Comédie Française. Et dans ce cadre-là, il a participé à la fondation de la librairie du Globe, qui était financée par le PCF, mais je crois que c'était de notoriété publique en plus, les gens s'en cachaient pas plus que ça. Et c'était connu pour ça. Et qui était aussi, il y avait cette dimension dans Agence littéraire et artistique parisienne, il y avait cette notion de littéraire au-delà de artistique. Et je crois que c'était l'idée de base quand il a dirigé en tout cas et quand il a pris la tête de la librairie du Globe. Car je t'aime, c'est tout ce que je peux t'aimer. Oui, je t'aime, je peux pas m'en empêcher. Quand tu avais fait une si merveilleuse installation ici au Globe, ça durait quelques heures seulement, mais il y avait
des choses assez extraordinaires que tu avais apportées et qui étaient à la portée de la main. Il y avait des dessins de Picasso. Raconte. Ouais. C'est-à-dire que comment un homme avec un background aussi contestable était entouré par ce type de personnes. Comment tu vois tout ça maintenant aujourd'hui c'est que, encore une fois, il était directeur de l'ALAP, donc ça c'est à partir de 1953. Je pense qu'il y a une chose importante, c'est que tout mon podcast raconte comment il en arrive là en fait. Et à partir de 1953, il commence à installer commence à avoir une certaine position au sein de ce qu'on pourrait appeler la nomenclatura communiste française, on pourrait dire, ou en tout cas l'élite communiste française. Et au sein de cette élite communiste, on retrouve ces grands artistes en fait. On retrouve je vais pas dire de bêtises, on retrouve des Max Ernst, on retrouve des Picasso, on retrouve même Chagall, je sais pas, on retrouve différents artistes en tout cas qui font partie quand même de Niemeyer, tous ces gens-là, qui font partie un peu de aussi l'élite artistique en général mondiale et qui sont toujours liés au communisme. Et lui, c'est dans ce cadre-là qu'il va commencer à entrer en contact avec tous ces gens-là. Il y avait beaucoup d'artistes engagés, ce qu'on a moins dans nos générations, pour revenir juste à l'histoire du communisme socialiste, il y a moins d'engagement politique en tout cas. Alors ça revient avec les générations, encore celles qui viennent après moi, celles qui ont à peu près 15 ans aujourd'hui, et qui à mon avis ont trouvé justement une nouvelle lutte dans tout ce qui est écologie et autres. Mais nous, on a été une génération un peu entre deux, c'est-à-dire un peu dépolitisée en fait. Et lui, c'est dans le cadre de son engagement politique, je pense qu'il entre en contact avec tous ces grands artistes et tout, qu'on a pu voir notamment lors de l'événement ici, quoi. Il y a chez toi, dans ton personnage, une espèce de, je ne sais pas, fascination par cette période et par ces gens. Ça me trouble, franchement, parce que tu es très frais, voilà. C'est comme, je suis toujours troublée par des intellectuels qui n'ont pas honte de dire qu'ils étaient trotskistes dans le temps. Tu comprends? Et alors, je voudrais quand même que tu t'en parles davantage. Ta famille, les vieux de ta famille, ils regrettent cette période? Je pense qu'ils ont... En fait, il y a deux choses. Je pense que ce soit Georges et ses frères, ils étaient 5 frères, hein, donc tous engagés et militants. C'était pas le même monde, déjà, au moment où ils étaient engagés. S'engager là-bas, c'était aussi lutter contre le fascisme. C'est aussi ça, quand même. C'était à une autre époque. Donc, il y avait... certes des limites de chaque côté, mais il y avait, je pense en tout cas au début, j'ai envie de croire que ça venait d'un bien fondé. Et ensuite, on se retrouvait embrigadés dans une machine aussi qu'on contrôlait plus complètement. C'était ça quand même le communisme, en tout cas les soviétiques, les NKVD et autres. Une fois qu'on avait mis le doigt dans l'engrenage, on se retrouvait embarqué dedans, quoi, naturellement. Après, s'ils l'ont regretté, il y a ce qu'ils disaient officiellement et ce qu'ils disaient non officiellement. Il y avait un de ses frères qui s'appelait Manuel, qui était mon grand-père, avec qui il se livrait énormément. Mon grand-père, lui, était plutôt sympathisant, on va dire, plutôt de gauche, mais avec quand même un regard très critique avec tout ce que pouvait faire l'Union soviétique, et notamment à partir des années 50, des années 60, avec tous les scandales qu'il y a eu. Et Georges, il restait un peu plus persuadé dans ce qu'il disait, mais je pense aussi parce qu'il n'avait pas le choix, il était dans une position dans laquelle, finalement, ça lui servait aussi, il faut le dire aussi, ça lui servait de ses intérêts d'être toujours proche du Parti communiste et autres. Dans ma famille, ça a toujours été une famille plutôt de sensibilité de gauche, avec une grosse dimension communiste, et ça a mis un certain temps, mais en fait, je crois que chacun a un peu son parcours personnel, mais petit à petit, les gens se sont éloignés du communisme avec les événements de Prague, avec les différents événements qu'il y a pu avoir qui se sont succédés. Et trotskiste, alors je précise, par contre, lui était très stalinien plutôt que trotskiste. C'est sa fille qui était trotskiste. Alors ça a créé énormément de conflits aussi entre les deux. Et elle était trotskiste et très engagée avec son mari aussi, Claude, qu'on entend d'ailleurs un peu dans le podcast. Et les deux, c'était des militants de la première heure. Moi, ce qui m'a fasciné, je pense, là-dedans, déjà, il y a des choses qui m'intéressent vachement dans l'idéologie communiste et dans, en tout cas, l'idéal qu'elle propose. Après, dans tous les faits, on voit aussi ses limites. Et encore une fois, c'est cet engagement, je pense, cet engagement politique qui, vu que nous, on l'a peu connu dans ma génération, est quelque chose qui fascine d'une certaine manière, quoi. Ça t'a jamais effleuré l'esprit de reprendre la librairie du Globe? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais parce que j'avais pas connaissance en fait de la librairie du Globe avant. Ce truc-là, ce projet s'est organisé en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il est né d'une certaine fascination que je pouvais avoir pour la Russie. Et puis petit à petit, je me suis dit mais j'ai un ancêtre qui a vécu en Russie. Puis après j'ai creusé. Puis je suis tombé sur des éléments de l'histoire. Puis je me suis dit c'était une sorte de légende dans ma famille, qu'il faut un peu déconstruire aussi des légendes. Et petit à petit, ça s'est construit. Mais j'ai appris que très tard en fait qu'il avait été cofondateur de la librairie du Globe. J'ai appris ça en revenant à Paris à la fin de mon enquête. Et c'est là que je vous ai appelé en me disant faut faire quelque chose à la librairie du Globe. Bien sûr.
Si tu te souviens, G.I., du sourire de ta mère au fil des ans. Go home. Si tu penses, G.I., à ton fils, avec une joie solaire, abruptement. Go home. Si tu tiens, G.I., à l'aurore écarlate des phares amers, à son chant. Go home. Si tu vénères, G.I., tes frères tombés à Valogne, à Flers et 40 ans. Go home. Si tu trembles, G.I., pour ton pays, comme un père pour son enfant. Go home. Tu parles de la fascination de la Russie. Pourquoi? Et la fascination de la Russie... Parce que les Français en parlent souvent. Bah ouais. Et je trouve que c'est presque un faux. Parce qu'on parle toujours de la fascination, mais c'est presque de la haine cachée. Parce que je trouve qu'il n'y a pas plus antagoniste que France et Russe. Ah ouais. C'est vrai. Parce que moi j'avais la vision inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une fascination réciproque. C'est-à-dire que les Russes avaient quand même quelque chose avec la culture française et avec aussi la langue française. Ils ont une proximité. Ils ont des comptes. Et ouais. À régler. Ils ont des comptes, mais ah ouais, parce que moi je le vois vraiment comme un truc où et de la même manière les Français ils ont quelque chose avec justement on est différents et donc ça s'attire en fait les différences. Et je sais qu'il y a des choses dans la culture russe qui est peut-être un peu plus dure, mais donc en même temps on pourrait dire plus vrai, et donc un peu plus. Et donc c'est des choses comme ça qui sont assez fascinantes. Et que ce soit par la littérature, par le cinéma, par le théâtre, il y avait des choses. Ma mère a fait du théâtre et donc m'a fait découvrir un peu le théâtre russe. Et à chaque fois je trouvais qu'il y avait des choses que je voyais nulle part ailleurs en fait. Et donc je pense que c'est ça qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez partagé en fait par pas mal de Français. Je parle de la Russie. Et j'ai l'impression à l'inverse que quand j'étais en Russie, et j'avais rencontré des gens à la chambre de commerce ou des choses comme ça qui m'avaient dit bah, c'est la même chose en sens inverse. Et en fait, il me semble qu'on a énormément d'échanges universitaires. Alors là, je vais commencer à dire peut-être des bêtises parce que j'ai pas les chiffres précis, mais il me semble qu'il y a énormément, en tout cas entre la France et la Russie. Je crois que c'est le plus d'accords entre les universités. Enfin, la France est le pays avec lequel la Russie, je crois, a le plus d'accords universitaires, par exemple, et d'échanges parmi tous les différents pays du monde. Donc il y a quand même un lien qui est quand même assez ancré entre les deux nations et les deux peuples, quoi. Oncle Georges, c'est le premier... c'est le premier podcast que j'ai fait, ouais. Et tu as un programme à faire suivre? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était le premier où j'ai été auteur, réalisateur, j'ai tout fait. D'ailleurs, il y avait Magellan, donc ça a été produit par le studio de production, enfin par le diffuseur et la plateforme de podcast, on va dire Magellan. Et qui m'ont fait confiance, ça je le reconnais, ils m'ont fait confiance alors que j'avais jamais fait un podcast avant. Et maintenant, nous, on travaille sur une trentaine de projets, mais où je ne suis pas l'auteur à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'ai plutôt une casquette de producteur, et donc on accompagne des auteurs, des réalisateurs, des comédiens sur des programmes originaux, soit jeunesse, soit fiction, documentaire, même pour des marques, on fait des choses assez différentes. D'autres choses russes ou autour de la Russie dans les 30 projets à venir? J'ai des choses sur la Russie? Eh bien, non, et c'est à mon grand regret. C'est à mon grand regret, mais peut-être avec vous, il me parlait de quelque chose sur Bouliakov que vous vouliez faire. Il faut que tu recommandes un livre en liaison avec la Russie aux spectateurs. Alors je vais recommander, et c'est très classique, j'aurais préféré être un peu plus original, mais c'est un des plus grands livres que d'ailleurs mon père m'avait conseillé, que mon frère aussi m'avait conseillé, qu'on se passe de main en main dans ma famille, qui est Le Maître et Marguerite de Bouliakov, et qui est un livre qui m'a profondément, je sais pas, c'est un livre qui se passe à l'époque de Jésus, qui se passe à l'époque de cette Russie aussi des années 30, et donc qui m'a complètement embarqué avec le diable et tout. C'est des choses qui sont à moitié fantastiques, et donc que je recommande à fond. Moscou, carrefour d'un destin hérissé de sirènes. Les alertes s'usent au point du jour, sur toute la semaine. Le métro débarque ses cargaisons humaines et luisent les uniformes neufs des miliciennes. Borodino, Minsk, Smolensk se chargent au loin de flambeaux. Moscou, quel orage attend tes tours, tes palais, tes créneaux. Le buxin des heures sauvages s'est levé des siècles noirs. Les astres brillent, le bonheur s'est brisé aux fenêtres veuves de carreaux.